Que diriez-vous si vous appreniez que la Terre est plate ? Que ressentiriez-vous si vous réalisiez que tout le monde autour de vous parle une langue inconnue ? Jusqu'où irait votre choc si vous vous retrouviez sur une autre planète ? En effet, l'homme se sent beaucoup plus à l'aise dans des circonstances familières. C'est pourquoi la plupart des gens n'aiment pas le changement. Mais il semble que ce soit précisément ce qui nous attend et à une échelle mondiale. Il s'agit des découvertes rendues possibles par le télescope James Webb. Elles remettent du jour au lendemain en question les lois sur lesquelles toute notre cosmologie s'appuyait depuis de nombreuses années. Le télescope infrarouge James Webb, qui n'a commencé à remplir ses fonctions que récemment, a déjà réussi à stupéfier la communauté scientifique. Il a découvert plusieurs galaxies dont l'âge est trop avancé pour que leur existence soit possible. De plus, l'une d'elles est plus ancienne que le Big Bang, ce qui est en principe impensable si l'on se base sur les hypothèses communément admises. Quelles pourraient être les conséquences pour l'humanité et quel impact cela aura-t-il sur les lois fondamentales auxquelles nous avons cru jusqu'à présent ? Hubble, abonne-toi. La théorie du Big Bang et la loi de Hubble, c'est ce qu'on appelle la base solide. C'est d'elle que viennent la plupart de nos idées sur le macrocosme entourant la Terre. Chaque écolier sait que le Big Bang a eu lieu il y a environ 14 milliards d'années. Avant cela, il y avait un point de singularité qui a soudainement explosé. Et l'univers a commencé son expansion, qui se poursuit encore aujourd'hui. Ensuite, la loi de Hubble entre en jeu, c'est-à-dire la fuite générale des galaxies. C'est aussi une loi cosmologique fondamentale qui explique justement cette expansion de l'univers. Qu'a donc fait James Webb ? Il s'est attaqué au sein des saints en essayant de détruire le fondement sur lequel reposait jusqu'à présent notre astronomie. Étant donné qu'immédiatement après l'explosion, il était impossible que de grandes galaxies brillantes avec des étoiles métalliques se forment, les découvertes du télescope sont quelque peu déconcertantes. En effet, selon les théories scientifiques modernes, il fallait d'abord que des étoiles d'hydrogène apparaissent, qui, en explosant à la fin de leur vie, rempliraient l'univers vide de matériaux de construction. C'est précisément à partir de ces matériaux que devaient ensuite se former des astres plus mûrs et des galaxies. Alors, comment expliquer le fait que James Webb ait découvert Cosmic Evolution Early Release Science 2112 ? Cet amas stellaire tout à fait mature s'est formé 2 milliards 100 millions d'années après le Big Bang, ce qui est absolument impossible si l'on considère sa densité et sa structure. C'est une galaxie spirale, barrée, très semblable à la Voie lactée, et sa masse dépasse presque 4 milliards de fois celle du Soleil. Vous croyez que ce sont toutes les découvertes ? Non, car il y a aussi la galaxie AZTECC 71 en forme de goutte géante, découverte par le télescope en décembre 2023. Ces galaxies ont même été classées dans un groupe distinct, appelé galaxies sombres de Hubble. Le scientifique de l'Université du Texas à Austin estime que le monstre découvert est une véritable usine à étoiles, car le processus de formation stellaire dans le ventre de AZTECC 71 ne s'arrête jamais. On suppose qu'elle donne naissance à environ 1000 nouvelles étoiles chaque année. Mais la découverte la plus étonnante du télescope James Webb a eu lieu en 2022. Il s'agit de la galaxie JADES GS-Z 13-0. Cet objet est le plus lointain jamais découvert à l'aide de l'optique terrestre. On estime que la galaxie s'est formée seulement 320 millions d'années après le Big Bang, ce qui semble impossible. Mais affirmer le contraire reviendrait à ne pas croire ses propres yeux et les indications d'un équipement ultra précis. Selon la théorie cosmologique généralement admise, la formation active des étoiles a commencé environ entre 550 et 800 millions d'années après le Big Bang. Oui, c'étaient des corps célestes surtout faits d'hydrogène. Il n'était pas question d'amas de galaxies ou d'étoiles riches en métaux. Et là, il y a toute une galaxie qui, d'après son âge, s'est formée avant même les âges sombres, une période où, par définition, il n'y avait pas d'étoiles. Mais le fait demeure. L'équipement du télescope affirme que l'âge de la galaxie est de 13,6 milliards d'années-lumière. Et si l'on tient compte de l'expansion de l'univers, cela fait environ 33,6 milliards d'années-lumière. Un âge monstrueux, absolument impossible si l'on se base sur la théorie du Big Bang. Cette galaxie se trouve dans la constellation du Fourneau. Certains astronomes supposent même qu'il s'agit d'une étoile noire dont la masse équivaut à 1 million de soleils. Que cela signifie-t-il ? Si le télescope James Webb avait trouvé une seule galaxie, on aurait pu penser à un hasard, mais 3 objets indiquent déjà une régularité. De plus,
nous avons oublié de mentionner la galaxie HD, dans la constellation du Sextant, et Glass Z12. À l'heure actuelle, elle partage la première place avec JADES GSZ 13-0. On pense que HD pourrait être peuplé d'étoiles de première génération apparues juste après le Big Bang, mais comme le dit un célèbre mème, ce n'est pas certain. Glass Z12 est très probablement une galaxie naine, environ 60 fois plus petite en diamètre que la Voie de Sicard, la Lactée. Réfléchissez aussi à ceci. Compte tenu de l'âge des galaxies mentionnées, il s'avère que leur formation aurait dû commencer bien avant le Big Bang. N'est-ce pas là l'effondrement des théories communément admises? Parmi tous les télescopes dont nous disposons actuellement, James Webb est le plus avancé, notamment en ce qui concerne le système optique. Il n'y a donc aucune raison de ne pas faire confiance à ces données. Mais savez-vous ce qui est le plus surprenant et inquiétant? Aucun télescope, au sol ou en orbite, n'a encore trouvé dans l'univers de jeunes galaxies ou des galaxies enfantines avec peu d'étoiles d'hydrogène. Tous les objets dont les photos et les données nous sont envoyés par les instruments optiques sont absolument formés, remplis d'un grand nombre d'astres et très complexes dans leur structure. Comment expliquer ce phénomène du point de vue de la cosmologie standard? Vous allez demander, pourquoi s'appuyer dessus? Ne peut-on pas essayer d'inventer une explication fondamentalement nouvelle? Mais la communauté scientifique mondiale ne compte pas le faire. Son objectif est d'adapter les données obtenues aux théories déjà existantes. D'un autre côté, on peut les comprendre, car il est plus facile de critiquer que de construire. Mais il ne suffit pas d'ignorer l'évidence, il faut aussi trouver une explication à cela. Comment les scientifiques expliquent-ils la présence de galaxies aussi anciennes et entièrement formées, là où elles ne devraient pas exister? Première explication, la formation explosive d'étoiles. Cette théorie vise à justifier l'apparition d'étoiles et de galaxies trop lumineuses dans les profondeurs de l'univers. Ici, une simulation générée par un superordinateur intervient. Il en est ressorti qu'à l'aube des temps, le phénomène de formation explosive d'étoiles était monnaie courante. Qu'est-ce que cela signifie? On pense qu'à cette époque, la naissance des étoiles s'accompagnait d'éruptions périodiques qui expliquaient la luminosité des galaxies anciennes. On dit qu'aujourd'hui les amas d'étoiles sont calmes et stables, mais autrefois c'était différent. D'ailleurs, le terme formation stellaire explosive est utilisé par les astronomes pour désigner les galaxies de faible masse, comme celles qui se sont formées peu après la naissance de notre univers. Ainsi, les scientifiques ont habilement rassemblé les faits et en ont conclu que la luminosité inattendue des galaxies anciennes n'était pas due à leur taille gigantesque ou à leur densité, mais à une formation stellaire explosive. Un exemple de tels objets est la galaxie Messier 82. Dans cette galaxie, les étoiles naissent 10 fois plus vite que dans la Voie lactée. Elle se trouve dans un épais nuage de poussière, mais l'avantage de James Webb est sa capacité à observer les objets dans l'infrarouge. La seconde explication, le vieillissement de la lumière. Cette hypothèse paraît étrange et contredit presque la loi de Hubble, selon laquelle l'univers est en expansion. Les galaxies qui s'éloignent sont dans le rouge, celles qui s'approchent dans le bleu. Le physicien Fritz Zwicky, en 1929, a tenté de réfuter les conclusions de Hubble. Il affirmait que la lumière, en traversant l'univers, vieillit simplement, d'où le décalage vers le rouge. Pour simplifier encore, les photons de lumière perdent de l'énergie à cause de la dispersion dans l'espace et de l'influence de la gravité des objets avec qu'ils croisent. Ainsi, Zwicky affirmait qu'il n'y avait aucune expansion et que l'univers était absolument statique. Cette hypothèse est longtemps restée de côté, mais aujourd'hui elle prend un nouvel éclairage. Pardonnez le jeu de mots. En fait, le scientifique indien Gupta, travaillant dans l'une des universités canadiennes, a décidé de combiner la théorie du vieillissement de la lumière avec la théorie de l'expansion de l'univers afin de réconcilier leurs postulats. Qu'est-ce que cela implique? L'astronome est arrivé à la conclusion qu'en réalité, en tenant compte des théories mentionnées ci-dessus, le Big Bang a eu lieu bien plus tôt, à savoir il y a plus de 26 milliards d'années. Ainsi, la lumière que nous observons a considérablement vieilli pendant tout ce temps. Explication numéro 3, la théorie des constantes de la nature variable. Elle est assez simple à comprendre. Elle affirme que les lois de l'univers primitif et celles auxquelles tout obéit aujourd'hui sont deux choses très différentes. Autrement dit, les constantes sur lesquelles nous comptons aujourd'hui, comme sur quelque chose de monumental, ont pu changer avec le temps.
Ici, il convient également de mentionner la dynamique newtonienne modifiée ou la théorie dynamique newtonienne modifiée. Ici, le physicien israélien Mordechai Milgrom a voulu expliquer la rotation des galaxies sans intégrer la matière noire. Tout cela, selon une partie des astronomes, est censé expliquer certaines incohérences entre nos lois et les données obtenues. Les explications et théories ci-dessus vous ont-elles convaincu ? Vous ont-elles fait douter de la théorie du Big Bang, de la loi de Hubble et d'autres postulats cosmologiques qui règnent dans le monde scientifique depuis de nombreuses années ? Pour être honnête, nous sommes perplexes. La seule conclusion que l'on puisse tirer de cette situation, c'est que tout ce dont nous étions certains s'effondre en ce moment même. Les tours qui semblaient solides s'écroulent, les fondations s'affaissent, les planchers se brisent. James Webb a choisi le langage des faits, avec lesquels il est très difficile de discuter ou de les adapter à des schémas commodes. Alors, pour l'instant, nous vous conseillons d'adopter la position d'observateur, de prendre du popcorn et de continuer à regarder ce spectacle cosmique. Pendant de nombreux siècles, le système solaire était pour nous un monde mystérieux. Nos ancêtres n'avaient été qu'une idée vague de son apparence. Avec le temps, le voile du mystère a commencé à se lever. Nous avons eu nos premiers télescopes, puis des sondes capables de s'approcher suffisamment près des objets du système solaire pour les observer. Nous avons même réussi à nous approcher plus près du Soleil. Ces images ressemblent plutôt à des scènes d'un film de science-fiction. Mais en réalité, ce sont les vraies formes des planètes et d'autres objets du système solaire. Préparez-vous à être témoin d'un spectacle fantastique. 1979. Les deux voyagers se sont retrouvés près de Jupiter. Cela a donné lieu à pas moins de 33 000 photos variées de la planète et de ses satellites. Cela a permis de percer certains mystères du géant gazeux. Par exemple, Voyager 1 a pris une image assez nette et détaillée de la grande tache rouge et nous avons enfin pu l'observer correctement. Nous sommes allés plus loin, et déjà en 2016, la sonde spatiale Juno a réussi à traverser les épais nuages de Jupiter. Aucun autre appareil n'y était parvenu auparavant. Juno a non seulement pris d'excellentes photos de la surface, mais elle a aussi étudié via les micro-ondes le niveau d'eau dans l'atmosphère. Sur cette image, on peut observer les particularités des nuages de Jupiter. Pour cela, le contraste de la photo a été augmenté. Un an plus tard, Juno a capturé les nuages dans la zone tropicale du géant gazeux. Là-bas, ils sont de taille assez importante. Une structure fait environ 50 km de large et de haut. Sur cette image, nous voyons quelque chose qui ressemble à un éclair, probablement parce que les nuages sont composés d'eau et de glace d'ammoniac. Cela pourrait favoriser l'apparition des éclairs. Sur Jupiter, les courants de vent atteignent des vitesses très élevées, allant de 60 à 428 km/h. C'est une caractéristique unique de l'atmosphère de la géante gazeuse. Voici Junon qui, lorsqu'elle était au plus près de la planète, a pris une photo du courant numéro 3. Sur l'image, on peut distinguer les moindres détails. La qualité des images augmentait en approchant de Jupiter. Voici une autre photo prise par Junon. C'est une tempête d'une force énorme qui apparaît près des régions polaires toutes les 5 semaines. Junon ne s'est pas arrêtée là. Elle a également réussi à capturer les cyclones nordiques du géant gazeux qui durent déjà depuis 5 ans. Et nous savons que ce n'est que le début car Junon ne terminera sa mission qu'en 2025. Il convient de noter que les particularités de l'éclairage peuvent souvent complètement changer l'apparence d'un objet. Si l'on travaille sur les caractéristiques de la photo, par exemple en augmentant la saturation, on peut alors distinguer ce que l'on n'avait pas vu auparavant. Dans le cas de Jupiter, les scientifiques ont souvent expérimenté. Pendant ce temps, le télescope James Webb nous ravit également avec de nouveaux matériaux. C'est grâce à lui que nous avons actuellement les images les plus récentes de Jupiter. Les satellites de la géante gazeuse n'ont pas été oubliés non plus. Voici Voyager 1 qui nous a offert une image de la surface de Ganymède, le plus grand satellite non seulement de Jupiter, mais aussi de tout le système solaire. Les fragments clairs sont des formations de relief plus jeunes, tandis que les zones sombres, au contraire, non purmutum, sont plus anciennes. Il existe aussi des images plus détaillées du satellite, comme celle-ci par exemple. Ici, on peut observer plus en détail le relief montagneux. Le satellite Callisto est souvent appelé le jumeau de la Lune. Leur surface se ressemble à bien des égards. Callisto est également couverte de cratères d'impact. Et voici sur une image de 2000, prise par la sonde Cassini, on peut voir Io. Encore un autre satellite. Voici une image plus détaillée. On suppose qu'il y a environ 400 volcans actifs sur Io.
L'un d'eux s'appelle Rapaterra et il crache une énorme quantité de lave. Dans l'ensemble, le relief d'Io est assez varié. Il y a même des montagnes qui sont plus hautes que celles de la Terre. Et voici un autre satellite, Europe. La sonde Junon s'en est approchée à une distance de 350 km. La surface d'Europe est hétérogène, comportant des pressions, chaînes de montagnes, fissures et parfois des fragments de glace. Les scientifiques pensent que cela pourrait venir d'un océan interne d'eau liquide, mais nous ne savons pas encore avec certitude s'il existe. Et pendant ce temps, nous passons à Saturne, une autre géante gazeuse qui se trouve à une distance de 645 millions de kilomètres de Jupiter. Bien sûr, la particularité de cette planète est son système d'anneaux composé de poussière cosmique, de fragments d'astéroïdes et de comètes. Ils ont été observés pour la première fois par Galilée à l'aide de son télescope, même s'il ne se doutait pas à l'époque qu'il voyait en réalité des anneaux. Au départ, il pensait qu'il s'agissait de deux satellites situés sur des orbites proches. Dans les années 80, Voyager s'est approché suffisamment près de Saturne pour que nous obtenions de telles images incroyables. La sonde Cassini est allée encore plus loin et nous a offert des images de Saturne sur lesquelles figuraient des satellites jusque-là inconnus. La sonde a également capturé un tourbillon d'une force immense, tournant à une vitesse de 2000 km/h. Les couleurs ont été ajustées ici pour montrer la longueur d'onde du rayonnement infrarouge proche. Cela nous permet de comprendre la disposition des nuages. Le rouge indique une faible altitude, le vert une altitude élevée. Cassini a aussi pris cette photo intéressante des nuages de Saturne. L'atmosphère de la géante gazeuse contient une grande quantité de méthane. C'est pourquoi les rayons du soleil sont absorbés et diffusés par l'atmosphère. Sur Saturne, les aurores boréales diffèrent de celles de la Terre, qui ressemblent à ceci. Mais les aurores boréales sur Saturne, nous ne pouvons pas les voir à l'œil nu, parce qu'elles n'apparaissent qu'en lumière infrarouge au moment où l'atmosphère interagit avec le vent solaire. Cependant, nous allons maintenant vous montrer quelque chose de plus impressionnant. Voici un panorama de Saturne créé à partir de 165 images différentes. C'est vraiment quelque chose d'incroyable. Il ne faut pas non plus négliger les satellites de Saturne. Parmi eux, l'un des plus intéressants est Encelade. Il présente une activité géologique très intense, avec un grand nombre de geysers qui laissent une trace derrière eux lorsque le satellite se déplace sur son orbite. C'est bien visible sur l'une des photos. Il est intéressant de noter que cette trace ne disparaît pas et forme également un anneau autour de Saturne. De plus, sur la base des données de Cassini, une carte complète d'Encelade a été créée. Sur celle-ci, nous pouvons voir une région au nord qui est parsemée de cratères. Cela signifie que le relief ici est assez ancien et n'a pas été renouvelé depuis longtemps, alors qu'au sud, c'est le contraire. Il est très probable qu'il y ait des sources hydrothermales sous la surface. En théorie, elles peuvent y créer des conditions optimales pour l'existence de formes de vie simples. Un autre satellite de Saturne est Titan. Ce n'est pas seulement le plus grand satellite de cette planète, mais aussi un objet où la vie pourrait exister. La sonde Cassini y a découvert des traces de lacs, composés principalement d'éthane et de méthane. Les lacs apparaissaient lors du dégagement de gaz. L'azote liquide sous la surface se réchauffe, passe à l'état gazeux et laisse derrière lui une dépression. Voici une photo intéressante du lac Kivu-Lacus, où l'on observe un reflet. De grandes étendues de liquide à la surface du satellite pourraient indiquer de vraies mers. Une théorie suggère que la vie pourrait exister dans ces bassins sans environnement aquatique. De composition hydrocarbonée, elle pourrait tout à fait exister dans les lacs de méthane. Voyageur 2, au cours de son long voyage, s'est approché d'Uranus. On peut à juste titre l'appeler une géante de glace, avec des nuages, des aurores boréales et même un système d'anneaux, bien que moins visible que celui de Saturne. Voyageur a réussi à prendre quelques images. Cependant, nous en recevrons bientôt davantage de James Webb. Le télescope nous a déjà offert une image d'Uranus et de 6 de ses satellites. Et maintenant, nous passons à notre vedette principale, le Soleil. Nous recevons de plus en plus d'images impressionnantes en ce moment. Auparavant, nous ne pouvions pas nous approcher du Soleil à une distance optimale, car sa température atteint des millions de degrés. La situation a changé grâce aux télescopes modernes et aux sondes spatiales avancées.
La National Aeronautics and Space Administration a lancé la sonde Parker qui a traversé la couche externe de l'atmosphère solaire où la température atteint 1 100 000 degrés Celsius. En résultat, nous avons obtenu cette image. Les images de notre système solaire continuent de nous impressionner alors qu'il semblait que nous avions déjà tout vu. En réalité, notre voisinage spatial le plus proche cache encore beaucoup de choses étonnantes et inconnues. Des découvertes nous attendent à ce qui pourrait encore bouleverser notre imagination. Avez-vous déjà joué à cache-cache ? La plupart d'entre nous répondront oui à cette question. Pensez-vous qu'il soit difficile de chercher un chat noir dans une pièce sombre ? S'il n'y est pas, pourtant, nos astronomes s'y consacrent un temps vain depuis des siècles. Qu'est-ce qu'ils cherchent exactement ? Ils essaient de trouver ne serait-ce qu'un indice de traces de civilisation extraterrestre, mais leurs efforts sont-ils vraiment vains ? Peut-être qu'il existe un obstacle critique qui anéantit la vie à un certain stade de son développement. Le premier point qui nous empêche vraiment d'analyser la situation de manière objective, c'est notre vision de la vie extraterrestre. Comment imaginer et encore plus identifier quelque chose que l'on n'a jamais vu ? Prenons une analogie simple. Supposons que vous ayez passé toute votre vie dans une colonie souterraine, un peu comme dans l'œuvre de Glukhovsky, Métro 2033. Depuis votre naissance, vous n'avez vu autour de vous que des structures métalliques et de pierre, ainsi que des êtres semblables à vous, mais pas une seule plante. Et soudain, on vous emmène à la surface, et on vous place dans la jungle d'un jardin botanique. En même temps, on vous dit que l'herbe, les fleurs et les arbres sont aussi vivants que les humains. Comment allez-vous réagir à cela et interagir avec eux ? Et si on ne vous avait pas prévenu, un chêne ou une rose vous aurait-il semblé des êtres vivants ? La littérature fantastique regorge d'exemples d'incompréhension entre les humains et les extraterrestres, car d'autres formes de vie peuvent être très différentes de nous. Par exemple, dans Solaris de Stanislas Lem, un océan intelligent ne parvient pas à établir de contact productif avec les humains, bien que des tentatives aient été activement faites des deux côtés. Quelles conclusions devons-nous en tirer ? Très probablement, pour l'interaction entre différentes bioformes, il y aura un grand nombre de limitations et d'obstacles, tant du côté de la civilisation humaine que de celui des extraterrestres. Autrement dit, il est possible que nous ne nous entendions tout simplement pas et que nous ne nous voyions pas les uns les autres. Et tout cela parce que, pour citer une phrase du roman Solaris, nous ne cherchons personne d'autre que des êtres humains. Nous n'avons pas besoin d'autre monde, nous avons besoin d'un miroir. Mais que font les scientifiques terrestres pour créer un outil universel de communication avec une intelligence extraterrestre potentielle? Ici aussi, malheureusement, l'approche reste la même. La preuve en est le Linkos, une langue artificielle fondamentalement différente de l'espéranto, créée par le mathématicien Freudenthal spécialement pour l'échange d'informations avec des civilisations extraterrestres. En somme, nous répétons les mêmes erreurs. On suppose que les extraterrestres doivent absolument communiquer à l'aide d'une langue et non par d'autres moyens. Cependant, il y a tout de même des différences. Le principe sur lequel repose ce mode de communication est le langage universel des mathématiques. Mais cela ne sera efficace que si la vie extraterrestre obéit à des lois similaires. 2 messages de ce type ont déjà été envoyés dans l'espace, en 1999 et en 2003. Aucune réponse pour l'instant. On a envie de poser la fameuse question d'Enrico Fermi. Alors, où sont-ils tous ? Frank Donald Drake, créateur de l'équation pour estimer le nombre de civilisations extraterrestres dans notre galaxie, aurait vécu en vain. En effet, selon sa formule, il y a plein de mondes hautement développés autour de nous. Évitons d'évoquer des théories catastrophiques ou d'énumérer les obstacles au développement d'une civilisation dus à des événements irréparables. Gardons ça pour le dessert. Mais pour l'instant, il vaut la peine de rappeler en quoi l'intelligence artificielle diffère du cerveau humain. Sans entrer dans des détails ennuyeux, la première chose qui saute aux yeux, c'est l'extrême lenteur de notre matière grise. Il suffit de dire qu'un ordinateur ordinaire a besoin d'1 seconde pour réfléchir à une question complexe, alors que pour nous, il faudra au minimum 1 mois. Cela signifie que l'intelligence artificielle est 3 millions de fois plus rapide que l'esprit humain. Ainsi, il est possible que nous soyons tout simplement trop inintéressants et prévisibles pour des formes de vie supérieures. Vous n'essayez pas d'entrer en contact intelligent avec des fourmis, n'est-ce pas ? Et puis,
Devrions-nous vraiment crier aussi fort dans la jungle cosmique hostile en annonçant de manière insistante notre existence à tout ce qui nous entoure? Et savons-nous vraiment qui peuple l'obscurité de l'univers? C'est donc le moment des théories catastrophiques. De nombreuses personnalités célèbres de leur époque, comme Arthur Clarke, Carl Sagan, Nick Bostrom, Stephen Hawking, ont sérieusement affirmé qu'il vaudrait mieux pour nous de ne pas nous manifester avec nos messages aux quatre coins de la galaxie. Vous allez demander pourquoi, mais c'est tellement évident. Regardez comment l'humanité réagit au développement rapide de l'intelligence artificielle. Nous craignons que les ordinateurs réussissent un jour le test de Turing, deviennent conscients d'eux-mêmes et commencent à prendre leurs propres décisions contraires aux nôtres. Rappelez-vous la révolte fantastique des machines. Où voulons-nous en venir? Eh bien, c'est que la probabilité de l'existence d'un certain grand filtre est élevée, et il se peut très bien que nous y soyons confrontés. Selon cette hypothèse, avancée par le futurologue Robin Hanson, il existe dans la matrice de l'univers un certain mécanisme de destruction des civilisations si elles atteignent un niveau où les traces de leur activité peuvent être remarquées par des observateurs extérieurs. Cela veut-il dire que l'intelligence cause le malheur? Si l'on extrapole cette conclusion à la civilisation humaine, plus nous avançons rapidement et avec succès vers la singularité technique et cognitive, plus nos chances de survie dans le futur diminuent. Il est possible que le grand filtre ait détruit toutes les civilisations ayant atteint le 3e niveau sur l'échelle de Kardashev. Nous rappelons que les civilisations à ce stade utilisent l'énergie non seulement de leur étoile mère, mais aussi de leur propre galaxie. Évidemment, une telle civilisation est visible de loin grâce à ses mégastructures, ses sphères ou essaims de Dyson, ainsi qu'à l'expansion active de ses représentants, une société hautement développée qui répand ses spores sur d'autres planètes. À quelle étape le grand filtre peut-il entrer en action? Pour atteindre le niveau d'une civilisation de type 3, il faut franchir au moins 9 étapes. Bien sûr, cela reste du point de vue des scientifiques terrestres. Il est probable que ce ne soit pas la seule voie. En résumé, d'abord une étoile apparaît avec plusieurs planètes. Ensuite, sur l'une d'elles, des conditions favorables à l'apparition de la vie se développent. Au début, la vie est simple, puis elle devient complexe, unicellulaire, après quoi les eucaryotes commencent à se multiplier activement. En conséquence, des organismes multicellulaires apparaissent, évoluant progressivement jusqu'à l'Homo sapiens. Mais ici, arrêtons-nous. Tant que cet individu évolue sans quitter sa propre planète ou ses environs immédiats, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Mais dès qu'une civilisation augmente globalement sa consommation d'énergie et commence à coloniser d'autres corps célestes, la barrière qui élimine les audacieux déclenche son mécanisme. Quelle menace le grand filtre peut-il représenter pour nous? N'importe quoi, de l'autodestruction de la civilisation à une catastrophe cosmique ou naturelle. À en juger par le fait que la Voie lactée est vide, en tout cas rien n'indique la présence d'une vie intelligente autre que celle des terriens, il est extrêmement improbable, voire impossible de surmonter cet obstacle. Qu'est-ce qui pourrait précisément freiner notre développement? La Terre n'étant qu'un corps céleste dans l'espace hostile, rien ne garantit qu'elle ne soit pas touchée par un astéroïde dans 100 ans ou même demain. Si son diamètre est d'environ 1 km ou plus, la société humaine moderne pourrait bien revenir à ses paramètres d'usine, c'est-à-dire à l'âge de pierre. Comme on dit, notre chanson est belle, il faudra tout recommencer. Et cela sans même mentionner l'éruption gamma mortelle lors de l'explosion d'une supernova dont le rayon stérilisant détruit toute trace de vie florissante pendant des millions d'années. Ou d'une attaque extraterrestre par des organismes un peu plus évolués. Pourquoi ne pas l'envisager, puisque nous crions notre existence à toute la galaxie? Il n'est généralement pas nécessaire d'attendre une menace extérieure. Nous sommes tout à fait capables de nous autodétruire, par exemple en déclenchant une guerre nucléaire mondiale qui entraînera inévitablement une catastrophe écologique, l'épuisement des ressources et une extinction massive. On peut aussi mentionner un virus mortel pouvant décimer la moitié du monde ou la création d'un collisionneur de hadrons aux conséquences catastrophiques. Les options ne manquent pas ici. Le troisième type de scénario du grand filtre est l'éruption d'un supervolcan. Ne serait-ce que celui de Yellowstone, entraînant un renforcement de l'effet de serre, un changement climatique, de multiples tsunamis, bref, une réaction en chaîne suicidaire.
Il s'avère donc que si un jour une colonie humaine apparaît sur Mars et que ses représentants découvrent par hasard les ruines d'une ancienne cité hautement développée, ce sera la pire nouvelle de toute l'histoire de la civilisation humaine. Car cela laisserait entendre que la fin est proche. Maintenant, écoutez le grand silence de l'univers et essayez de vous faire votre propre opinion sur ce qui les a tous détruits. Lorsque la vérité sera révélée, il est possible que nous puissions éviter une fin tragique. En attendant, profitons de la vie. Êtes-vous attiré par la vie éternelle ? Aimeriez-vous être témoin d'un avenir lointain sans craindre la mort inévitable ? Le thème de l'immortalité intéresse les gens depuis l'Antiquité. L'humanité a toujours été tournée vers l'éternité et nous avons toujours cherché des moyens de prolonger la vie ou même d'obtenir l'immortalité totale. Vous avez sûrement déjà entendu parler de la pierre philosophale, cet artefact mythique grâce auquel les alchimistes auraient soi-disant pu transformer divers métaux vils en or et en argent. Mais le plus important, c'est qu'il permettait de fabriquer l'élixir de vie. On l'appelait aussi l'or potable. La boisson devait être prise à petite dose, guérissant progressivement le corps de tous les maux. Le but ultime, c'est cette fameuse immortalité. Aujourd'hui, la pierre philosophale est un beau mythe. Personne ne sait si quelqu'un a réellement réussi à la créer. Il y avait des rumeurs selon lesquelles Nicolas Flamel, mécène et alchimiste français, aurait tout de même créé la pierre qui accorde la vie éternelle. La raison de ces rumeurs était que Flamel avait vécu assez longtemps pour l'époque, 88 ans. Et même après sa mort, les gens pensaient que l'alchimiste avait simplement simulé sa mort pour ne pas éveiller de soupçons inutiles. C'est une histoire du XIVe siècle, mais on peut trouver des exemples dans la plus haute antiquité. L'épopée de Gilgamesh, roi sumérien, est bien connue. Selon cette épopée, après la mort de son compagnon et ami Enkidu, Gilgamesh s'est interrogé sur son propre destin, sur le fait que tôt ou tard, lui aussi mourrait. C'est pourquoi le souverain sumérien a beaucoup voyagé, absorbé dans ses pensées, jusqu'à sa rencontre avec Utnapishtim. Il a survécu au déluge, fondé une nouvelle lignée humaine, et Enki lui a offert l'immortalité. C'est Utnapishtim qui a révélé le secret à Gilgamesh. Il s'avère qu'au fond de l'océan primordial pousse une fleur qui apporte la vie éternelle. Gilgamesh, malgré d'énormes difficultés, a réussi à obtenir cette fleur, mais elle a rapidement été volée par un serpent. Depuis lors, les serpents prolongent leur jeunesse en muant et en se couvrant d'une nouvelle peau. Quant à l'humanité, elle est restée mortelle. Aujourd'hui, les temps ont changé, mais l'immortalité reste un sujet actuel, désormais chez les scientifiques. Que dit-on aujourd'hui de l'immortalité et de ses possibilités ? Quelles conséquences pour l'homme s'il obtenait la vie éternelle ? La notion clé dans la question de la vie éternelle, c'est le vieillissement. Le vieillissement, c'est justement ce qui empêche l'immortalité. Avec l'âge, la coordination des fonctions de l'organisme diminue. Les personnes âgées ne meurent pas de vieillesse, aussi paradoxal que cela puisse paraître. Elles meurent de maladies qui apparaissent à la suite de la diminution des fonctions de l'organisme. Le monde animal est un vaste champ d'observation d'êtres presque immortels. L'un des plus étonnants est le rataupe nu, une étrange petite créature souterraine qui n'a pas la capacité de vieillir. Le rataupe est mortel bien sûr, mais il meurt soit à la suite de combats avec des ennemis, soit d'un arrêt cardiaque ou d'autres organes vitaux. Qui sait, peut-être qu'à l'avenir, ces petites créatures souterraines nous révéleront les secrets de leur jeunesse éternelle. Les télomères jouent un rôle important dans le vieillissement de l'organisme. Ils se trouvent aux extrémités des chromosomes linéaires et les protègent de la dégradation. Avec le temps, la longueur des télomères diminue, cela entraîne l'usure des cellules. Par conséquent, pour préserver la jeunesse de l'organisme et ainsi assurer une vie plus longue, il faut des médicaments capables de restaurer les télomères. Il est possible que quelque chose de similaire soit inventé à l'avenir, mais pour l'instant, cette perspective reste lointaine. Il y a une option plus intéressante. Le soi-disant immortalisme quantique. C'est une théorie selon laquelle une personne ne mourra en réalité jamais. Notre conscience, à la mort, passe simplement dans un univers presque identique avec quelques différences. Ainsi, la personne ne remarque tout simplement pas qu'elle a cessé d'exister dans un univers. Ainsi, nous vivons éternellement, passant sans cesse d'un monde parallèle à l'autre. Cette théorie a-t-elle une base scientifique ? La mécanique quantique y joue un rôle. Si nous parlons de la soi-disant superposition d'une particule, elle peut exister simultanément dans plusieurs états. Mais au moment de la mesure, la particule se trouve dans l'un des états possibles. Ceci est l'interprétation de Copenhague de la mécanique quantique.
Cependant, ce qui nous intéresse ici, c'est l'interprétation des mondes multiples. C'est-à-dire que pour un objet donné, il existe 2 ou plusieurs scénarios d'évolution des événements dans différents univers. L'absurdité de cette affirmation a été tentée de prouver par le physicien autrichien Erwin Schrödinger à l'aide d'un chat hypothétique. Vous avez sûrement déjà entendu parler du chat de Schrödinger. Selon l'expérience, tant que la boîte n'est pas ouverte, le chat est à la fois vivant et mort pendant toute une heure. Selon l'interprétation de Copenhague, le chat est soit vivant, soit mort, alors que celle des mondes multiples affirme qu'il est mort dans un univers et vivant dans un autre. Il existe une autre expérience similaire appelée le suicide quantique. Imaginons qu'une arme est pointée sur une personne, elle tirera ou non. La probabilité AZ6 est la même. Encore une fois, du point de vue de l'interprétation des mondes multiples de la mécanique quantique, dans un univers, le coup de feu aura lieu et dans un autre, non. Qu'est-ce qui fait qu'une personne est ce qu'elle est? Le corps, l'apparence ou bien nos pensées, notre vision de la vie, en un mot, notre conscience. Et si l'immortalité tenait à préserver l'essence plutôt que l'enveloppe? Il s'agit ici de l'immortalité numérique concentrée. Ce concept implique de créer une copie virtuelle de la personnalité d'une personne pour la transférer ensuite dans une enveloppe adaptée. Pour créer une copie de la personnalité, il faut recueillir des données sur la manière de parler, le comportement et les expertises psychologiques. Il faudra également une copie du système hormonal et des neurotransmetteurs, car ils influencent considérablement le fonctionnement du cerveau. Pour recueillir un tel volume d'informations, il faut des technologies de pointe. Cependant, nous avons déjà des projets qui s'occupent de la collecte d'informations personnelles. Par exemple, en 2005, le projet Blue Brain a été créé qui s'occupe de la modélisation du cerveau. Le projet vise à comprendre le fonctionnement du cerveau et, à terme, à créer des reconstructions et simulations biologiques détaillées. À l'heure actuelle, il travaille sur la simulation du cerveau de la souris. Le concept d'immortalité numérique a de nombreux détracteurs. Ils affirment qu'il ne s'agit pas réellement d'immortalité, car nous créons simplement une copie de la conscience et non la version originale. Serons-nous un jour capables de vivre éternellement? Nous n'avons pas trouvé de réponse définitive à cette question en centaines de milliers d'années. Il nous reste une option pour vivre plus longtemps, exister dans la mémoire des autres. Comme on dit, une personne vit tant que la mémoire d'elle est vivante. Si l'on se souvient de nous pour nos découvertes, nos réalisations, nos bonnes actions, nous sommes en quelque sorte spirituellement immortels. Et vous, pensez-vous qu'un jour, nous pourrons devenir immortels? Et quel concept vous a le plus séduit?